Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une toute nouvelle histoire. Installez-vous confortablement. Pauvre petite fille. Je t'avais prévenu de ne pas épouser mon fils, mais tu as refusé d'écouter. Avant que ce mariage ne se poursuive, tu dois cuisiner pour tous les invités ici présents. Une belle-mère cruelle a forcé une mariée à cuisiner seule pour des centaines d'invités le jour même de son mariage, espérant l'humilier et la pousser à renoncer à l'homme qu'elle aimait simplement parce qu'elle était pauvre. Ce qui suivit est impensable. Bmani présenta Sarabi à sa mère, Madame Shima, un samedi après-midi. Il avait parlé de Sarabi à de nombreuses reprises, et il croyait que cette rencontre allait enfin tout régler. Sarabi arriva vêtue modestement et salua Madame Shima avec respect. Elle offrit un petit cadeau et parla poliment, essayant de montrer de bonnes manières et de la sincérité. Au début, Madame Shima répondit par un sourire contrôlé. Elle posa à Sarabi quelques questions de base sur son travail et ses projets d'avenir. Sarabi répondit avec soin, espérant que son calme lui donnerait une chance équitable. Bmani observait attentivement, soulagé que la conversation ne soit pas devenue hostile. Pendant un bref instant, Sarabi pensa que la tension qu'elle craignait ne viendrait peut-être pas. Puis la question de Madame Shima changea de ton. « Où sont tes parents ?» demanda-t-elle. Sarabi marqua une pause et répondit honnêtement. « Mon père est décédé il y a des années. Ma mère est vivante. Elle vend de la nourriture pour gagner sa vie. » Le visage de Madame Shima changea. Ses yeux se durcirent et sa voix devint plus froide. « Alors ta mère est une marchande, dit-elle lentement. Est-ce que ta famille possède des propriétés ? Non, répondit doucement Sarabi. Nous louons. Ma mère a fait de son mieux pour m'élever. Madame Shima se pencha en arrière. Et tu espères épouser mon fils, dit-elle. Un homme qui a travaillé pour tout ce qu'il possède. Un homme qui porte un nom que les gens respectent. Bmani fit un pas en avant. Maman, Sarabi est instruite. Elle travaille. Elle n'est pas paresseuse. Madame Shima leva la main pour l'arrêter. Je ne te parle pas encore, dit-elle. Elle se tourna de nouveau vers Sarabi. Dis-moi la vérité. Que attends-tu exactement de mon fils ? La gorge de Sarabi se serra, mais elle garda une voix stable. Je veux un mariage, madame. Je l'aime. Je ne suis pas venue pour son argent. Madame Shima ricana. C'est ce qu'elles disent toutes lorsqu'elles entrent dans des maisons riches, répondit-elle. L'amour ne paie pas les factures. L'amour ne protège pas la réputation. Tu n'as aucun antécédent familial, aucune influence et aucun système de soutien. Que apporteras-tu à cette famille à part ta pauvreté ? Sarabi baissa les yeux un instant, puis les releva. J'apporterai le respect, la loyauté et la paix, dit-elle. Ces choses comptent aussi. Madame Shima laissa échapper un bref rire. La paix, répéta-t-elle. La paix ne m'impressionne pas. La voix de Bmani devint ferme. Maman, tu insultes la femme que j'aime. Madame Shima se leva. Alors laisse-moi être claire, dit-elle. Si tu l'as choisi, tu choisis les ennuis. Je ne soutiendrai pas cette relation. Je n'assisterai à aucun mariage et je ne l'accepterai pas comme ma belle-fille. Sarabi se leva lentement, les mains tremblantes. Elle se força à sourire poliment. Merci de m'avoir reçue, madame, dit-elle, alors même que ses yeux s'emplissaient de larmes. Bmani l'escorta dehors. Quand la porte se referma derrière Sarabi, Madame Shima regarda son fils et dit « Si tu continues ainsi, ne me reproche pas ce qui arrivera ensuite. » Le rejet ne mit pas fin à la relation, mais il changea tout. Après la rencontre avec sa mère, Bmani devint plus silencieux. Il appelait toujours Sarabi chaque jour, lui rendait toujours visite quand il le pouvait, mais le poids des mots de sa mère le suivait partout. Sarabi remarqua ce changement et lui demandait souvent s'il allait bien. Chaque fois, il l'assurait que rien n'avait changé, même s'il savait que la bataille à venir ne serait pas facile. Des semaines plus tard, Bmani décida de franchir une nouvelle étape. Il croyait que voir les plans du mariage par écrit pourrait forcer sa mère à accepter la réalité. Un soir, il se rendit chez Madame Shima avec leur faire-part de mariage soigneusement plié à la main. Son cœur était lourd, mais sa résolution était ferme. Madame Shima était assise dans le salon à son arrivée. Elle leva brièvement les yeux et demanda pourquoi il était venu. Sans trop parler,
Bmani plaça le faire-part sur la table devant elle. C'est la date de notre mariage, dit-il calmement. Je voulais que tu le saches. Madame Shima ramassa le faire-part, y jeta un coup d'œil pendant quelques secondes seulement, puis laissa échapper un rire grinçant. Elle le laissa tomber au sol comme s'il ne valait rien. Alors, tu as déjà décidé, dit-elle. Tu n'as même pas attendu ma bénédiction. Bmani se pencha et ramassa lentement le papier. Maman, je ne demande plus de permission. Je demande de la compréhension. Madame Shima secoua la tête. De la compréhension, répéta-t-elle. Tu laisses les émotions t'aveugler. Cette fille n'a rien, aucun rang social, aucune richesse, et tu veux lier ton avenir à elle. Elle a du caractère, répondit Bmani. Elle te respecte même après la façon dont tu l'as traitée. Madame Shima se leva. Ne prononce plus jamais le nom de cette fille dans cette maison, dit-elle fermement. Si tu vas de l'avant avec ce mariage, ne t'attends pas à ce que je sois présente. Je ne m'assiérai pas parmi les invités pour regarder mon fils détruire son avenir. Bmani ressentit la piqûre de ces mots, mais il n'haussa pas le ton. J'espérais que tu serais heureuse pour moi, dit-il doucement. J'espérais que tu verrais Sarabi comme je la vois. Madame Shima se détourna. L'espoir est pour les enfants, dit-elle. La réalité est ce qui compte. Cette nuit-là, Bmani retourna chez Sarabi. Il lui raconta tout, y compris la façon dont sa mère avait jeté le faire-part au sol. Sarabi écouta en silence, les yeux fixés sur le sol. Après un long moment, elle parla. « Si cela doit détruire ta relation avec ta mère, nous pouvons arrêter, dit-elle doucement. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds ta famille. » Bmani lui prit les mains. « Tu ne détruis rien, répondit-il. Je choisis ma propre vie. Je ne permettrai à personne de t'humilier et d'appeler cela de l'amour. » Sarabi acquiesça, bien que la peur reste dans son cœur. Elle savait que Madame Shima n'en avait pas fini et que ce qui viendrait ensuite serait bien pire que des mots. La tension entre Bmani et sa mère s'alourdissait de jour en jour. Les appels devinrent plus courts. Les visites cessèrent complètement. Et Madame Shima ne faisait aucun effort pour cacher son mécontentement. Bmani réalisa qu'essayer de raisonner avec elle seule ne suffisait plus. Il avait besoin de quelqu'un qu'elle respectait, quelqu'un qui puisse parler sans colère et être entendu. C'est alors qu'il pensa à Tante Araba. Tante Araba était la sœur cadette de son défunt père, une femme connue dans la famille pour sa nature calme et son jugement équilibré. Elle s'ingérait rarement dans les conflits, mais quand elle le faisait, les gens l'écoutaient. Bmani lui rendit visite un soir, les épaules affaissées par la frustration et l'inquiétude. Dès qu'elle vit son visage, elle sut que quelque chose n'allait pas. Ils s'assirent ensemble et Bmani parla ouvertement. Il lui raconta tout, de la première rencontre entre Sarabi et Madame Shima aux insultes, en passant par le faire-part de mariage jeté au sol. Il expliqua à quel point il aimait profondément Sarabi et combien il était certain qu'elle n'en voulait pas à sa richesse. Il parla non pas comme un fils provocateur, mais comme un homme cherchant la justice. « Tante, dit-il, la voix basse mais assurée. Sarabi m'aime pour ce que je suis. Elle a enduré l'humiliation avec dignité. J'ai peur que ma mère ne détruise quelque chose de bien simplement parce qu'elle refuse de regarder au-delà de l'argent. » Tante Araba écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle soupira doucement. « Ta mère a... » Elle avait toujours craint la pauvreté. Elle disait croire que la richesse protège la dignité, mais elle oublie que le caractère protège l'âme. Bmani se pencha en avant. « S'il te plaît, parle-lui pour moi. Elle ne m'écoutera peut-être pas, mais elle pourrait écouter. » Tante Araba hocha lentement la tête. « J'irai, dit-elle, non pas pour me disputer, mais pour lui rappeler que l'amour n'est pas un ennemi. Cependant, tu dois préparer ton cœur. Ta mère est têtue et l'orgueil a une voix forte. » Avant que Bmani ne parte, Tante Araba lui donna un dernier avertissement. Peu importe sa réaction, reste respectueux. Ne l'insulte pas en retour. La colère ne ferait que justifier sa cruauté. Bmani accepta. Il la remercia sincèrement, l'espoir brillant à nouveau dans son cœur. Le lendemain, Tante Araba rendit visite à Madame Shima. Elle la salua poliment et s'assit, choisissant ses mots avec soin. Elle parla du bonheur de Bmani, de la patience de Sarabi et des dommages que le rejet pourrait causer.
Elle rappela à Madame Shima que la richesse seule n'avait jamais garanti la paix dans aucun mariage. Madame Shima écouta d'abord, son expression indéchiffrable. Puis son visage se durcit. « Alors tu es venu me faire la leçon ?» dit-elle froidement. « T'es-tu d'abord conseillé toi-même ? Tu veux que j'accepte une fille pauvre pour que mon fils souffre plus tard ?» Tante Araba essaya de répondre calmement, mais Madame Shima lui coupa la parole. « Occupe-toi de ta propre vie, lança-t-elle. N'apporte pas ton cœur tendre dans mes affaires familiales. Je n'assisterai jamais à ce mariage. » La visite prit fin brusquement. Tante Araba quitta la maison profondément blessée, mais sa résolution resta ferme. Ce soir-là, elle appela Bmani et lui dit la vérité. « Elle a refusé, dit doucement Tante Araba. Mais je serai à tes côtés pour ton mariage. » Bmani ferma les yeux. Le rejet était confirmé, mais son chemin vers l'avant l'était tout autant. Bmani ne dormit pas bien cette nuit-là. Les paroles de sa tante tournaient en boucle dans son esprit, non pas à cause du refus, mais à cause du caractère définitif de la décision de sa mère. Au matin, il sut qu'éviter le problème ne ferait que l'aggraver. Pour la première fois de sa vie, il se prépara à affronter sa mère sans crainte. Plus tard dans la journée, Bmani se rendit chez Madame Shima. Elle parut surprise de le voir, mais elle ne cacha pas son irritation. Elle lui demanda pourquoi il était venu alors qu'elle avait déjà clarifié sa position. Bmani resta debout, les mains jointes devant lui. « Je suis venu parce que j'ai besoin que tu m'écoutes, dit-il. Non pas comme ton enfant, mais comme un homme. » Madame Shima ricana. « Tu es toujours mon fils, répondit-elle. Et les filles l'écoutent. » Bmani secoua légèrement la tête. « J'ai écouté pendant des années, dit-il. Mais écouter ne signifie pas abandonner ma vie. J'épouse Sarabi. » Le visage de Madame Shima se crispa. « Tu choisis cette fille plutôt que ta mère. »« Je choisis mon avenir, » répondit Bmani. « Je te respecterai toujours, mais je ne te permettrai pas d'insulter ma femme. » Madame Shima se leva de sa chaise. « Ne l'appelle pas ta femme, » dit-elle brusquement. « Je ne mettrai pas les pieds à ce mariage. Si tu persistes, n'attends rien de moi. » Bmani prit une grande inspiration. « Je comprends, » dit-il calmement. « Que tu viennes ou non, le mariage aura lieu dans 3 jours. » Le silence tomba sur la pièce. Madame Shima le fixa, stupéfaite par sa fermeté. Elle s'attendait à ce qu'il supplie à nouveau. Au lieu de cela, elle vit de la détermination dans ses yeux. Cette nuit-là, Bmani se rendit chez Tante Araba. Il lui raconta ce qui s'était passé et lui demanda une dernière faveur. « Si ma mère ne vient pas, dit-il, s'il te plaît, prends sa place. Ta présence signifiera tout pour moi. » Tante Araba n'hésita pas. « Je serai là, dit-elle, non pas pour remplacer ta mère, mais pour soutenir ce qui est juste. » Bmani rentra chez lui et partagea la nouvelle avec Sarabi. Elle écouta calmement, les émotions partagées. Elle admirait son courage, mais craignait la colère qui pourrait suivre. « Et si elle vient pour arrêter le mariage ?» demanda doucement Sarabi. Bmani lui prit les mains. « Alors nous y ferons face ensemble, » dit-il. « Je ne permettrai à personne de te déshonorer. » À l'approche du jour du mariage, la tension s'épaissit. Madame Shima restait silencieuse, mais son silence n'était pas la paix. C'était du calcul. Le matin du mariage, Bmani ressentait à la fois de la joie et de l'inquiétude. Sarabi s'habilla avec une détermination tranquille, se rappelant que la dignité était sa meilleure défense. Aucun d'eux ne savait que Madame Shima avait déjà pris sa propre décision, une décision qui transformerait leur plus beau jour en un procès public. La cérémonie de mariage avait déjà commencé quand Madame Shima arriva. Les invités étaient assis et l'officiant se préparait à continuer quand des murmures se propagèrent dans la foule. Les têtes se tournèrent alors que Madame Shima entrait avec une expression rigide. Sa présence était pesante et délibérée. Bmani le remarqua immédiatement. Son cœur se serra, mais il resta où il était, refusant de laisser la peur le contrôler. Sarabi la vit aussi. Pendant un court instant, ses mains tremblèrent, mais elle se reprit. Elle se rappela que quoi qu'il arrive, elle ne perdrait pas son sang-froid. Madame Shima ne s'assit pas. Au lieu de cela, elle se dirigea droit vers le devant et prit le micro de l'officiant sans permission. La salle tomba dans un silence pesant.
Je t'avais prévenu, commença-t-elle, la voix aiguë et forte. Je t'avais prévenu de ne pas épouser mon fils. Une vague de choc traversa les invités. Bmani fit un pas en avant. Maman, ce n'est pas le moment, dit-il d'urgence. Elle se tourna vers lui et leva la main. Tais-toi, lança-t-elle. Je suis ta mère. Je sais ce qui est bon pour toi. Puis elle fit face à Sarabi. Toi, dit-elle froidement. Toi, pauvre fille. Sans famille, sans passé. Tu as refusé d'écouter quand je t'ai dit de rester à l'écart. Si tu veux vraiment épouser mon fils, alors prouve que tu en es digne. Sarabi déglutit difficilement. Les mots la touchèrent profondément, mais elle ne détourna pas le regard. Madame Shima continua, son ton cruel et délibéré. Avant que ce mariage ne se poursuive, tu cuisineras seule pour tous les invités ici présents. Un souffle de stupeur parcourut la foule. Plus de 500 invités regardaient avec incrédulité. Certains regardaient Sarabi avec pitié, d'autres avec malaise. Hésitant à parler, Bmani se dirigea vers Sarabi. « Ça suffit, dit-il fermement. Je ne permettrai pas cela. » Madame Shima lui barra la route. « Si elle refuse, dit-elle à haute voix, alors ce mariage s'arrête maintenant. » Le silence suivit. Tous les regards se tournèrent vers Sarabi. Pendant un instant, elle sentit le poids de chaque regard. Sa robe de mariée lui semblait plus lourde que jamais. Puis elle leva la tête, la voix ferme malgré les larmes dans ses yeux. « Je cuisinerai, dit-elle. Même si je m'effondre d'épuisement. J'aime Bmani. Je le ferai. » Des chuchotements se répandirent parmi les invités. Bmani chercha sa main, mais elle lui serra doucement les doigts et s'avança. Madame Shima sourit brièvement, croyant avoir gagné. « Bien, dit-elle. Mais pas dans une cuisine. » Elle désigna l'espace ouvert à l'extérieur. « Tu cuisineras là, devant tout le monde. Qu'il voit quel genre de femme mon fils épouse. » Sarabi acquiesça sans discuter. Elle marcha lentement vers l'espace indiqué par Madame Shima, toujours vêtue de sa robe de mariée. Tandis qu'elle avançait, certains invités baissèrent les yeux de honte. D'autres regardaient en silence, pétrifiés. Madame Shima croisa les bras, convaincue que l'humiliation mettrait fin au mariage. Elle ne savait pas que sa cruauté venait de préparer le terrain pour son plus grand déshonneur. Sarabi se tenait dehors, là où Madame Shima lui avait ordonné de cuisiner. Sa robe de mariée frôlait le sol. Pendant un bref instant, elle ferma les yeux, stabilisant sa respiration. L'humiliation était pesante, mais elle se rappela que la colère ne donnerait que la victoire à son bourreau. Elle se concentra sur une seule chose, terminer ce qu'elle avait accepté de faire. Bmani resta proche, regardant impuissant les préparatifs. Il voulait tout arrêter, annuler la cérémonie si nécessaire, mais Sarabi l'arrêta d'un regard calme. Elle ne voulait pas que son amour devienne une autre source de conflit. Certains invités chuchotaient entre eux. Quelques-uns riaient doucement, convaincus que la nourriture serait terrible. D'autres regardaient avec malaise, visiblement perturbés par ce dont ils étaient témoins. Tante Araba se tenait parmi eux, le visage tendu par l'inquiétude, mais la posture ferme dans un soutien silencieux. Madame Shima surveillait de près, donnant des instructions sèches. « Souvenez-vous, » dit-elle à voix haute. « Tout le monde doit manger. Il n'y a pas d'excuse. » Sarabi travailla sans se plaindre. Ses mains bougeaient avec précaution malgré la difficulté de travailler dans sa robe de mariée. Le temps passait lentement. La sueur perla sur son visage, mais elle l'essuya et continua. Chaque mouvement était délibéré. Chaque étape était alimentée par une résolution tranquille. Des heures plus tard, la nourriture fut enfin prête. De larges portions furent servies aux invités, les uns après les autres. Madame Shima observait intensément, sa confiance inébranlable. Elle était certaine que le résultat embarrasserait Sarabi et justifierait sa cruauté. Les premiers invités goûtèrent la nourriture et s'arrêtèrent. Puis ils reprirent une autre bouchée. Leurs expressions changèrent. Des murmures commencèrent à se propager, non pas de moquerie, mais de surprise. « C'est très bon, » dit ouvertement un invité. Un autre hocha la tête. « C'est excellent. » Bientôt, les réactions devinrent impossibles à ignorer. Les invités commencèrent à parler plus fort, louant la nourriture et félicitant l'effort de Sarabi.
Certains se levèrent, applaudissant légèrement. D'autres secouaient la tête d'incrédulité. Sarabi restait tranquillement sur le côté, épuisée mais digne. Elle ne souriait pas de triomphe. Elle attendait simplement. Le visage de Madame Shima se figea. L'admiration qu'elle n'avait pas prévue remplit l'espace. Son plan avait complètement échoué. Au lieu de la honte, Sarabi avait gagné le respect. Alors que les applaudissements s'intensifiaient, Madame Shima se sentit exposée. Elle regarda autour d'elle et réalisa que les yeux autrefois fixés sur Sarabi l'observaient maintenant, elle. Le jugement remplaçait la curiosité. Sans dire un mot, Madame Shima se détourna et quitta les lieux. Ses pas étaient rapides, sa posture rigide. Elle ne regarda pas en arrière. Bmani se précipita aux côtés de Sarabi, les yeux remplis d'émotion. « Tu n'aurais jamais dû subir cela, dit-il. » Sarabi croisa son regard. « C'est fini, répondit-elle doucement. Ce qui compte, c'est que nous allions de l'avant. » La cérémonie reprit, mais quelque chose avait changé. La femme qui avait été humiliée était maintenant honorée, et la femme qui avait planifié le déshonneur partait dans une défaite silencieuse. Le mariage fut conclu, mais les conséquences étaient loin d'être terminées. Les jours suivant le mariage passèrent tranquillement. Bmani et Sarabi partirent pour une courte lune de miel, utilisant ce temps pour se remettre de la tension émotionnelle de la cérémonie. Bien que la joie remplisse leurs moments ensemble, Sarabi ne pouvait pas totalement effacer le souvenir de la cruauté de Madame Shima. Bmani la rassurait sans cesse en lui disant que le pire était passé, croyant que sa mère se retirerait après son échec public. À leur retour, ils se rendirent directement au manoir que Bmani avait toujours appelé sa maison. Au début, tout semblait inchangé. Puis Sarabi remarqua des chaussures inconnues près de l'entrée. Avant qu'elle ne puisse poser de questions, Madame Shima apparut, l'expression ferme et sans remords. Derrière elle se tenait une jeune femme à l'allure assurée. Madame Shima la présenta sans hésiter. « Voici Angela, dit-elle. C'est la femme que j'ai choisie pour toi. » Sarabi ressentit une vive douleur dans la poitrine, mais elle resta silencieuse. Bmani fixa sa mère avec incrédulité. « Choisie pourquoi ?» demanda-t-il. « Pour le mariage, » répondit calmement Madame Shima. « Un vrai mariage. Pas cette erreur que tu as commise. » Bmani fit un pas en avant. « Tu sais que je suis mariée. Sarabi est ma femme. » Madame Shima fit un geste dédaigneux de la main. « Cette cérémonie ne signifiait rien pour moi. Cette femme ici présente vient d'une famille respectable. Elle comprend notre mode de vie. » Angela sourit légèrement, évitant le regard de Sarabi. Madame Shima se tourna vers Sarabi. « Tu devrais quitter cette maison immédiatement, » dit-elle. « Je ne te permettrai pas de rester ici et de corrompre mon fils. » Sarabi ouvrit la bouche pour parler, mais Bmani leva doucement la main, lui faisant signe de rester silencieuse. « Angela, dit fermement Bmani, tu dois partir. » Les yeux de Madame Shima s'agrandirent. « C'est elle que tu mets dehors à la place. »« Oui, » répondit Bmani. « Parce qu'elle n'a rien à faire ici. » La voix de Madame Shima monta d'un ton. « Si tu choisis cette fille pauvre plutôt que moi, je te renierai. » La voix de Bmani ne flancha pas. « Alors c'est ta décision. » Sans un mot de plus, Bmani appela la sécurité et demanda à Angela de quitter les lieux. Elle hésita, puis sortit, visiblement mal à l'aise. Madame Shima regardait en silence, la mâchoire contractée par la rage. Cette nuit-là, l'atmosphère dans la maison était tendue et hostile. Sarabi restait assise tranquillement, se sentant comme une étrangère dans ce qui était censé être son nouveau foyer. Bmani s'assit à ses côtés, conscient que la colère de sa mère ne faisait que commencer à prendre forme. Le lendemain matin, Madame Shima revint, cette fois avec une détermination renouvelée. Angela se tenait de nouveau à ses côtés. « Je te donne une dernière chance, » dit Madame Shima. « Prends-la comme seconde épouse ou perds-moi à jamais. » Bmani regarda Sarabi, puis de nouveau sa mère. Il savait quel choix il devait faire. Cette nuit-là, Bmani et Sarabi emballèrent quelques affaires en silence. Il n'y eut ni dispute, ni larmes, seulement de la compréhension. À l'aube, le manoir se dressait derrière eux, et Madame Shima croyait avoir enfin gagné. Elle ne réalisait pas que sa victoire marquerait le début de sa ruine.
Bmani et Sarabi quittèrent le manoir avant le lever du soleil. Ils n'annoncèrent pas leur départ et ne demandèrent aucune permission. Ils ne prirent que le nécessaire, documents, vêtements et quelques objets personnels ayant une valeur sentimentale. Tout le reste resta derrière eux, y compris la vie de confort que Bmani avait connue pendant des années. Ils louèrent un appartement petit mais confortable de l'autre côté de la ville. C'était calme et modeste, mais on s'y sentait libre. Pour la première fois depuis le mariage, Sarabi dormit sans crainte d'une confrontation. Bmani, bien que calme en apparence, ressentait le poids de sa décision. Quitter le manoir signifiait abandonner plus qu'une propriété. Cela signifiait accepter que sa relation avec sa mère avait été brisée par l'orgueil. Madame Shima se réveilla plus tard ce matin-là, et trouva la maison inhabituellement silencieuse. Elle parcourut les couloirs, s'attendant à voir les affaires de Sarabi encore emballées quelque part. À la place, elle trouva des espaces vides. D'abord, elle sourit. Elle supposa que Sarabi avait enfin compris sa place et était parti. Puis, elle réalisa autre chose. Bmani était parti lui aussi. Sa chambre était vide, sa garde-robe intacte. Cette absence l'inquiéta, mais elle refusa de montrer sa préoccupation. Elle se convainquit que son fils reviendrait une fois qu'il aurait réalisé à quel point la vie sans elle serait difficile. Plus tard dans la journée, Madame Shima appela Angela. « Tu peux emménager, dit-elle. La maison est à toi maintenant. » Angela arriva le soir même, se montrant reconnaissante et respectueuse. Elle fit l'éloge du manoir et parla poliment à Madame Shima. La femme plus âgée se sentit rassurée. Elle croyait avoir enfin fait le bon choix. Dans l'appartement, Sarabi craignait que Bmani ne regrette son choix. « Tu as trop sacrifié, » dit-elle doucement. Bmani secoua la tête. « Je n'ai rien abandonné qui ait de l'importance, » répondit-il. « La paix vaut plus que n'importe quel bâtiment. » Les jours passèrent. Bmani reprit le travail comme d'habitude, tandis que Sarabi s'adaptait à leur nouvelle vie. Ils prenaient des repas simples, riaient plus librement et se parlaient ouvertement sans crainte d'être entendus. Bien que leur mode de vie ait changé, leur lien se renforça. Au manoir, Madame Shima savourait son sentiment de contrôle. Elle disait à ses proches que Bmani avait choisi la rébellion et qu'il supplierait bientôt de revenir. Angela écoutait en silence, hochant la tête et acquiesçant chaque fois que Madame Shima parlait. La nuit, Angela observait attentivement. Elle posait des questions sur les comptes, les bijoux et les objets de valeur, feignant la curiosité. Madame Shima répondait librement, fière d'afficher ce qu'elle possédait. Elle ne remarqua pas le calcul derrière le regard d'Angela. Tandis que Bmani et Sarabi construisaient la paix à partir de rien. Madame Shima se reposait sur une fausse victoire, ignorante du fait qu'elle avait accueilli sa plus grande perte dans sa propre maison. Cette nuit-là, Madame Shima dormit profondément, convaincue d'avoir enfin rétabli l'ordre dans sa vie. Dans son esprit, elle avait supprimé le problème et l'avait remplacé par une solution. Le manoir était calme et, pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait satisfaite. Angela ne dormait pas. Elle attendit patiemment que la maison soit complètement immobile. Puis, elle se leva de son lit et se déplaça prudemment dans les pièces. Elle savait exactement ce qu'elle cherchait. Au cours des derniers jours, elle avait écouté attentivement, mémorisant les détails que Madame Shima avait partagés sans méfiance. Elle se rendit d'abord directement au bureau, ouvrant tiroirs et armoires jusqu'à trouver le coffre-fort en utilisant les informations que Madame Shima avait révélées nonchalamment. Elle le déverrouilla sans difficulté. À l'intérieur se trouvait de l'argent liquide, de l'argent que Bmani avait laissé pour l'entretien de sa mère. Angela prit tout. Elle n'hésita pas. Ensuite, elle entra dans la chambre de Madame Shima. Elle ouvrit les boîtes à bijoux l'une après l'autre, sélectionnant colliers en or, bracelets, bagues et boucles d'oreilles. Certains avaient une valeur sentimentale, d'autres étaient des cadeaux coûteux que Bmani avait achetés au fil des ans. Angela rassembla tout soigneusement et le plaça dans son sac. Avant l'aube, elle emballa ses affaires discrètement. Il n'y eut ni mot, ni explication. Elle quitta le manoir sans regarder en arrière. Le matin vint et Madame Shima se réveilla plus tard que d'habitude. Le silence semblait étrange. Elle appela Angela une fois, puis deux. Il n'y eut aucune réponse. Agacée, elle alla dans la chambre d'Angela et la trouva vide. Son irritation grandit,
mais elle supposa qu'Angela était sortie brièvement. Des heures passèrent. Madame Shima décida de vérifier son coffre-fort. Quand elle l'ouvrit et ne vit rien à l'intérieur, son souffle se coupa. Elle se précipita dans sa chambre et ouvrit ses boîtes à bijoux. Elles étaient vides. Ses mains se mirent à trembler. Elle fouilla la maison en panique, appelant le téléphone d'Angela à plusieurs reprises. Il sonna sans réponse, puis passa directement sur messagerie. Au soir, la peur remplaça la colère. Le lendemain, la peur se transforma en terreur. 5 jours plus tard, Madame Shima reçut un appel téléphonique. La voix à l'autre bout semblait joyeuse. « Merci infiniment, » dit la femme. « Dieu vous bénira pour avoir aidé ma fille. » Madame Shima fronça les sourcils. « Aider votre fille, pourquoi ?»« Pour son voyage, » répondit la femme. « Angela est bien arrivée à l'étranger. Elle a dit que vous aviez tout payé. » Le téléphone glissa de la main de Madame Shima. La réalité frappa avec une force brutale. Angela l'avait trompée. Elle avait tout volé et avait disparu. La femme que Madame Shima croyait supérieure à Sarabi l'avait utilisée sans aucun remords. Cette nuit-là, Madame Shima resta assise seule dans le manoir, entourée de vide. Pour la première fois, le doute entra dans son cœur, et pour la première fois, la peur remplaça l'orgueil. Sa chute avait commencé. Les jours qui suivirent ne ressemblèrent à rien de ce que Madame Shima avait connu. Au début, elle se convainquit que la situation était temporaire. Elle se disait qu'Angela reviendrait ou que Bmani reviendrait une fois sa colère apaisée. Mais avec le temps, la réalité devint impossible à ignorer. Sans plus d'argent liquide et ses comptes étant vides, Madame Shima commença à lutter. Elle réduisit les dépenses du ménage, licencia la majeure partie du personnel et ferma plusieurs pièces du manoir pour économiser les ressources. La maison autrefois animée devint silencieuse et froide. Chaque couloir vide lui rappelait le fils qu'elle avait chassé. La faim suivit bientôt. Madame Shima, qui s'était autrefois moquée des pauvres, mesurait désormais ses repas avec soin. Certains jours, elle ne mangeait rien du tout. Les voisins remarquèrent son absence, mais personne ne vint prendre de ses nouvelles. L'orgueil la maintenait à l'intérieur. Elle refusait de demander de l'aide. La nuit, le sommeil la fuyait. Son esprit rejouait les événements passés, l'humiliation du mariage, Sarabi debout tranquillement dans sa robe de mariée, les applaudissements auxquels elle ne s'attendait pas, et sa propre fuite des lieux. Pour la première fois, elle se demanda si elle n'avait pas eu tort. Un soir, la faiblesse la força à s'asseoir par terre. Ses mains tremblaient alors qu'elle réalisait jusqu'où elle était tombée. En désespoir de cause, elle prit son téléphone et fixa le numéro de Bmani. Elle laissa tomber le téléphone 2 fois avant de finalement presser le bouton d'appel. Quand Bmani répondit, sa voix était calme mais distante. « Bmani, » dit-elle, la voix tremblante. « J'ai besoin de te parler. » Il écouta en silence alors qu'elle s'excusait. Au début, elle ne mentionna que la solitude et les difficultés. Elle lui demanda de revenir à la maison, disant qu'elle n'allait pas bien et qu'elle avait besoin de lui. Bmani resta ferme. « Je ne reviendrai pas, » répondit-il. « Tu as fait ton choix. » Sa voix se brisa. Des larmes suivirent. Finalement, elle avoua tout. Comment Angela avait volé l'argent, pris les bijoux et disparu à l'étranger. Elle admit qu'elle avait été aveugle et cruelle. Elle supplia pour son pardon, son orgueil complètement brisé. Il y eut une longue pause. « Maman, » dit lentement Bmani, « tu as humilié ma femme et tu nous as chassés. Tu as fait confiance à une étrangère plutôt qu'à ton propre fils. Je ne peux pas te pardonner. » L'appel prit fin. Madame Shima lâcha le téléphone et pleura de manière incontrôlable. Le silence qui suivit fut plus lourd que la faim. Elle avait perdu sa richesse, sa dignité, et maintenant, semblait-il, son fils. Ce qu'elle fit. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelqu'un d'autre avait écouté attentivement, quelqu'un dont le cœur était plus doux que ce que la justice seule aurait permis. Sarabi avait écouté en silence alors que Bmani mettait fin à l'appel. Elle n'avait entendu que sa part de la conversation, mais elle pouvait voir la tension sur son visage. Lorsqu'il posa le téléphone, sa mâchoire était contractée et son regard lointain. Il ne dit rien et se leva, marchant vers la fenêtre comme pour stabiliser ses pensées. Sarabi le suivit lentement. « Ta mère a appelé, »
dit-elle doucement, sans que ce soit une question. Bmani acquiesça. Elle veut que nous revenions, répondit-il. Après tout ce qu'elle a fait, après avoir choisi une étrangère plutôt que son propre fils, elle veut maintenant le pardon. Sarabi resta silencieuse un moment. Elle se souvenait des insultes, de l'humiliation au mariage et de la douleur d'avoir été expulsée du manoir. Chaque fibre de son être avait le droit d'être d'accord avec Bmani. Pourtant, son cœur n'était pas en paix. Elle souffre, dit doucement Sarabi. Pas seulement parce qu'elle a perdu de l'argent, mais parce qu'elle t'a perdu, toi. Bmani se tourna vers elle, surpris. Après la façon dont elle t'a traité, tu veux encore prendre sa défense. Sarabi croisa son regard. Je ne veux pas défendre ce qu'elle a fait, dit-elle. Je veux défendre ce que nous choisissons d'être. Le lendemain matin, Sarabi convainquit Bmani de retourner avec elle au manoir. Non pas pour s'y réinstaller, mais pour affronter le passé honnêtement. Lorsqu'ils arrivèrent, Madame Shima ouvrit la porte lentement. Elle paraissait plus mince, plus faible et plus vieille. L'orgueil qui la définissait autrefois avait disparu. Au moment où elle vit Sarabi, ses genoux manquèrent de se dérober. « Je suis désolée, » murmura Madame Shima. « Je t'ai fait du tort. » Sarabi s'avança calmement. « Je sais, » dit-elle. « Mais je sais aussi que la faim et le regret t'ont appris ce que l'orgueil n'a pas pu t'enseigner. » Madame Shima se mit à pleurer, sa voix se brisant alors qu'elle avouait tout de nouveau. Elle parla de sa honte, de sa solitude et de la nuit où elle avait réalisé qu'elle avait perdu tout ce qui comptait vraiment. Bmani écoutait en silence. Sa colère n'avait pas disparu, mais elle ne le dominait plus. Sarabi se tourna vers lui. « S'il te plaît, pardonne-lui, » dit-elle doucement. « Pas parce qu'elle le mérite, mais parce que le pardon nous libérera. » Madame Shima tomba à genoux, bouleversée. « Je t'ai traité de pauvre, » sanglota-t-elle. « Pourtant, tu as un cœur plus riche que je ne l'ai jamais eu. » Sarabi l'aima à se relever. « Allons de l'avant, » dit-elle, non pas comme des ennemis, mais comme une famille qui réapprend. À ce moment-là, Madame Shima comprit la vérité qu'elle avait rejetée pendant si longtemps. La richesse l'avait aveuglée, mais la gentillesse lui avait ouvert les yeux. La femme qu'elle méprisait autrefois lui avait montré de la miséricorde, et cette miséricorde devint sa plus grande leçon. L'atmosphère dans le salon était calme mais chargée d'émotions non dites. Bmani s'assit entre sa mère et Sarabi, observant attentivement Madame Shima. Pour la première fois, il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement de l'épuisement et du regret. Bmani prit une grande inspiration et décida de poser la question qui pesait sur son cœur depuis des années. « Maman, » dit-il doucement, « pourquoi détestes-tu autant les pauvres ?» Madame Shima baissa la tête. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis elle parla, sa voix basse et tendue. Elle expliqua que son père était un homme pauvre qui avait épousé sa mère avec des promesses de loyauté. Sa mère l'avait soutenu dans l'adversité, travaillant sans relâche jusqu'à ce qu'il réussisse. Mais une fois la richesse venue, il avait abandonné sa mère et les avait laissés sans rien. Elles furent chassées de leur maison et se retrouvèrent sans abri. La faim, la honte et le rejet les suivirent partout. « C'est ce jour-là, » dit doucement Madame Shima, « que j'ai appris à craindre la pauvreté. Je me suis dit que je ne serais plus jamais faible. » Bmani écouta attentivement. Quand elle eut fini, il parla avec une fermeté calme. « Je comprends ta douleur, maman, mais une haine portée pendant des années ne disparaît pas. Elle refait surface. C'est pour cela que Sarabi a souffert. » Il marqua une pause, puis continua. « Sarabi et moi ne pouvons plus rester dans cette maison. Nous devons construire notre vie loin de cette douleur. Nous allons louer notre propre foyer et repartir à zéro. » Madame Shima leva les yeux, surprise. « Pourquoi l'aimes-tu autant ?» demanda-t-elle doucement. Bmani sourit légèrement. « Nous nous sommes rencontrés à l'école secondaire, » dit-il. « Il fut un temps où je ne pouvais pas payer mes frais de scolarité. Sarabi les a payés pour moi. Elle n'en a jamais parlé à personne. Elle n'a jamais rien demandé en retour. » Madame Shima se tourna brusquement vers Sarabi. « Est-ce vrai ?» « Oui, » répondit doucement Sarabi. « Je l'ai aidé parce qu'il était gentil avec moi. » Sarabi expliqua ensuite son propre passé. Sa famille avait été riche autrefois. Mais à la mort de son père, des parents les avaient chassés,
elle et sa mère, de leur maison. La pauvreté les avait suivis. Tandis qu'elle parlait, les yeux de Madame Shima s'emplirent de larmes. « Tu as dit que ta mère est vivante, » dit Madame Shima. « Et qu'elle vend de la nourriture au bord de la route. »« Oui, » répondit Sarabi. « Elle n'est pas venue au mariage car elle croyait que vous y étiez opposés. » Madame Shima hocha lentement la tête. « Veux-tu la voir ?» Le jour même, Sarabi appela sa mère, Mayo Akua, les mains tremblantes. Elle expliqua que quelqu'un d'important souhaitait la voir. Bien que confuse, Mayo Akua accepta et vint sans tarder. Lorsqu'elle arriva chez Madame Shima, Sarabi se tenait à ses côtés, lui tenant la main. Madame Shima observa attentivement la femme âgée qui entrait. Son apparence modeste, ses yeux fatigués et sa dignité tranquille. Pour la première fois, Madame Shima ne jugea pas. Au lieu de cela, elle s'avança lentement. « Vous êtes la mère de Sarabi, » dit respectueusement Madame Shima. « Oui, » répondit Mayo Akua. « Je le suis. » Madame Shima inclina la tête. « Bienvenue. Je vous en prie, asseyez-vous. » L'humilité dans sa voix choqua toutes les personnes présentes. Elles s'assirent ensemble, face à face, et Madame Shima parla la première. Elle s'excusa non seulement pour sa cruauté mais aussi pour son ignorance. Elle confessa comment la peur avait façonné sa haine et comment la douleur avait aveuglé son jugement. Mayo Akua écouta sans interruption, les mains jointes calmement. Puis Mayo Akua parla à son tour. Elle raconta son histoire, avoir vécu dans le confort, avoir perdu son mari et avoir été chassée par des parents qui ne se souciaient que de l'héritage. Elle parla de la vente de nourriture au bord de la route, des nuits de faim avec sa fille et du choix de la dignité plutôt que de l'amertume. Sa voix ne trembla jamais, mais des larmes coulèrent sur son visage. Madame Shima ne put plus se contenir. Elle pleura ouvertement, réalisant que la femme qu'elle aurait autrefois méprisée avait survécu à la même douleur qu'elle portait elle-même. Mais sans la haine. Émue au-delà des mots, Madame Shima prit les mains de Mayo Akua. « Prions, » dit-elle. Ensemble, elles prièrent pour la guérison, pour le pardon et pour l'avenir de Mani et Sarabi. Elles bénirent leur mariage avec sincérité et espoir, demandant que l'amour les guide là où l'orgueil régnait autrefois. Quand la prière prit fin, le silence remplit la pièce, non pas un silence de tension, mais de paix. Deux cœurs blessés s'étaient enfin reconnus. À ce moment-là, ils comprirent que l'amour ne se mesure pas à la richesse, au statut ou aux origines. L'amour se mesure au sacrifice, à la gentillesse et à l'endurance. Et chaque âme, peu importe d'où elle vient, mérite d'être aimée. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, alors ces prières sont les vôtres. Que chaque larme que vous avez versée en silence soit transformée en un témoignage de joie. Que chaque humiliation que vous avez endurée sans rendre les coups parle pour vous dans des lieux où vous n'êtes jamais entré. Tout comme la patience de Sarabi a parlé plus fort que les insultes, que votre bon caractère vous défende quand les mots manquent. Que Dieu guérisse chaque blessure causée par le rejet, particulièrement de la part de ceux qui auraient dû vous aimer le plus. Si vous avez déjà été méprisé à cause de vos origines, de votre statut ou de votre manque de richesse, que le ciel se lève pour vous honorer publiquement. Que ceux qui se sont moqués de vous vivent assez longtemps pour être témoins de votre paix, de votre croissance et de votre élévation. Je prie pour que l'orgueil ne détruise jamais votre destin. Que Dieu retire de votre cœur l'entêtement, l'arrogance et la cruauté avant qu'il ne vous coûte ce qui compte le plus. Si vous avez déjà jugé les autres injustement, que la miséricorde vous trouve avant que le regret ne devienne votre maître. Que votre foyer ne soit jamais brisé par de mauvais conseils. Que des étrangers ne remplacent jamais la sagesse dans votre vie. Pour chaque personne qui prétend vous aimer mais prévoit de vous épuiser financièrement, émotionnellement ou spirituellement, que Dieu les expose tôt et les écarte complètement. Pour ceux qui ont choisi l'amour plutôt que le confort, la paix plutôt que le luxe, et l'intégrité plutôt que l'approbation, que votre sacrifice ne soit jamais vain. Que votre petit commencement devienne une fondation solide pour une joie durable. Que vous ne regrettiez jamais d'avoir choisi ce qui est juste. Je prie pour que le pardon ne vous affaiblisse pas mais vous fortifie. Qu'il libère votre cœur de l'amertume et ouvre des portes que la colère ne pourrait jamais ouvrir. Que la gentillesse que vous montrez aujourd'hui vous revienne demain d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et enfin, que Dieu vous bénisse avec le discernement, protège votre mariage, restaure les familles brisées et nous enseigne à tous que la vraie richesse n'est pas l'argent, mais le caractère, l'humilité et l'amour au nom puissant de Jésus. Amen. Si ce contenu vous plaît,
Abonnez-vous à la chaîne. Merci et à bientôt.